Avez-vous déjà eu l'impression que l'investissement, c'est beaucoup trop compliqué? OK? Que pour réussir, il faut suivre les marchés à tous les jours, il faut choisir les bons titres ou qu'il faut trouver le meilleur conseiller financier. L'épisode d'aujourd'hui, probablement un des plus importants là, de la série Le chemin simple vers la richesse, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'idée centrale du livre. L'idée centrale est qu'on peut bâtir énormément de richesses avec seulement un ou deux fonds indiciels. Aussi simple que ça. On va voir pourquoi que les stratégies d'investissement les plus simples battent souvent la majorité des investisseurs, incluant beaucoup de professionnels. On va parler aujourd'hui de fonds indiciels, de frais de gestion et de Vanguard. Les concepts qu'on va voir aujourd'hui peuvent vous faire économiser ou vous faire gagner des centaines de milliers de dollars sur le long terme. Restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, on est dans l'épisode 6 de la série de 9 épisodes sur le livre Le chemin simple vers la richesse, The Simple Path to Wealth. On a vu dans les 5 premiers épisodes, OK, pourquoi que devenir riche, ça n'a rien à voir avec la retraite. C'est pas nécessairement lié. On a vu aussi à l'épisode 2 que la première règle de richesse, c'est d'éviter les dettes. Okay? On va quand même garder ce principe-là de base. On va éviter les dettes. Ça n'a pas sa place dans une stratégie pour s'enrichir. Ensuite, on a vu à l'épisode 3 que n'importe qui peut devenir millionnaire, normalement. Si tu travailles, tu es en santé, tu es supposé avoir une façon, même si tu ne fais pas 200, 300 000 $ par année en revenus, on peut devenir millionnaire avec un petit revenu. Ça dépend surtout de nos dépenses. À l'épisode 4, on a commencer à parler des marchés financiers parce que les marchés financiers, ça va être notre meilleur outil pour y arriver, pour accumuler notre richesse. Donc, il faut quand même comprendre les cycles. Il faut comprendre pourquoi que la plupart des investisseurs perdent de l'argent en bourse. Donc, l'épisode numéro 5, on a parlé de ça, les erreurs fréquentes. Et puis tout ça nous mène maintenant à l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de la stratégie simple, les fonds indiciels. Alors, je commence tout de suite avec le chapitre 10. On va faire 3 chapitres, là, chapitre 10, 11 et 18. Le chapitre 10, gardons les choses simples. Okay, dans ce chapitre, J.L. Collins présente probablement une des idées les plus importantes du livre, soit qu'investir efficacement ne devrait pas être compliqué. Il affirme même que la simplicité, c'est plus rentable, c'est plus facile et c'est plus efficace que les stratégies complexes. Okay? Ce n'est pas juste pour les paresseux, là. C'est ça qui est le plus rentable, c'est ça qui est le plus payant, c'est les stratégies simples. Selon lui, l'industrie financière a intérêt à rendre l'investissement mystérieux, compliqué, parce que les produits complexes génèrent des frais, les conseillers et gestionnaires peuvent vendre davantage de services et les investisseurs ont l'impression d'obtenir quelque chose de sophistiqué. Mais en réalité, plus un investissement est complexe, plus il y a des chances qu'il soit coûteux et inefficace. Alors, là, J.L. Collins nous dit que dans sa stratégie de base, il y a 3 choses importantes à considérer. Donc, il y a 3 choses à considérer avant de construire son portefeuille. L'auteur dit qu'il faut réfléchir à ces 3 choses-là. Première chose, dans quelle étape de vie financière sommes-nous? Puis là, il distingue 2 grandes phases. La phase d'accumulation. C'est la période où on travaille, on épargne, on investit, puis qu'on ajoute constamment de l'argent à nos placements. Okay? C'est la plus longue phase, là, normalement. La deuxième phase de vie, c'est la phase de préservation. C'est la période où nos revenus de travail commencent à diminuer ou cessent et où nos placements doivent produire un revenu pour vivre.
Il insiste sur le point très important que ces phases ne dépendent pas automatiquement de l'âge, OK? Parce qu'on a vu que l'idée d'accumuler son FU money, c'est d'accumuler son capital pour dire non, pas nécessairement juste à la retraite, mais au fur et à mesure que ce montant-là augmente, on gagne en indépendance financière. Donc, on peut progressivement passer d'une phase à l'autre à un certain degré. Par exemple, quelqu'un peut vouloir prendre une retraite précoce, lancer une entreprise, ça c'est moi, prendre une pause de carrière, retourner au travail ou vivre une transition importante, encore moi. Donc moi, j'ai utilisé justement mon capital pour dire non, pour faire un changement de carrière, devenir courtier hypothécaire. C'est une chose qu'on peut faire lorsqu'on chemine vers l'indépendance financière. Puis en plus, j'ai utilisé en passant la stratégie là, qu'il y a dans le livre ici qui est suggérée. Donc, notre stratégie d'investissement doit être adaptée à notre situation réelle, pas seulement à notre âge. Deuxième chose à considérer lorsqu'on veut bâtir notre portefeuille, c'est quelle est notre tolérance au risque. L'auteur rappelle qu'il n'existe aucun investissement totalement sans risque. Okay? Même garder son argent à la banque, ça comporte un certain risque, le risque d'inflation. Notre argent va perdre en valeur si on ne fait que le laisser à la banque. Si l'argent ne produit presque aucun rendement pendant 20 ans, son pouvoir d'achat diminue énormément. Inflation. Donc ça, c'est un risque. Donc, les actions comportent de la volatilité, mais le cash perd tellement de la valeur à cause de l'inflation. Donc, il y a différents niveaux de risque. T'sais, oui, investir à la bourse dans les actions, dans les entreprises, ça comporte un risque, mais avoir du cash aussi, ça comporte un risque. Le vrai choix, c'est donc pas risque ou pas risque, mais plutôt quel type de risque on accepte. Okay? Donc ça, c'est la deuxième chose à considérer. Troisième chose à considérer avant de faire son portefeuille, c'est quel est notre horizon de placement. L'auteur critique fortement la règle populaire. Okay? Il y a une règle populaire qui dit qu'on doit allouer en actions sans moins notre âge. Okay? Donc, exemple, moi j'ai 45 ans, donc ça veut dire que je devrais mettre 55% de mes actifs en actions. 45, cash et obligations. Okay, puis là, ici, il donne un autre exemple, celui qui est donné dans le livre. À 60 ans, on devrait avoir seulement 40% en actions si on a 60% en obligations. Selon lui, cette approche-là est un petit peu trop conservatrice. Pourquoi? Parce que même à 60 ans, plusieurs personnes ont encore un horizon de placement de 25 à 35 ans. Et les obligations seules ne protègent pas suffisamment contre l'inflation à long terme. Son idée principale ici, c'est que la plupart des gens ont un horizon beaucoup plus long qu'ils ne le pensent. Donc là, ici, évidemment, c'est une question de préférence, mais si vous êtes familier là, avec le concept de se construire un portefeuille, il va y avoir une partie qui va être des actions, des entreprises. Il va y avoir une partie qui va être de la dette, des obligations. Et plus on avance en âge, plus on devrait avoir une proportion élevée d'obligations. Bien, l'auteur ici dans le livre nous dit pas nécessairement. Lui, il est à l'aise encore à avoir une grosse majorité, une grosse partie de son patrimoine en actions, plus que la règle du sans moins votre âge pourcentage. Okay? Moi, je l'utilise un petit peu ça en passant. Okay? Plus que j'ai avancé dans les années, plus que j'essaie d'augmenter ma portion qui est en obligation, dette ou entreprise à dividendes, par exemple, ou même cash. L'auteur rappelle dans le même chapitre l'importance du FU Money. Donc, on n'oublie pas que l'idée, c'est d'accumuler son capital de liberté, son capital pour dire non. Je ne reviendrai pas sur c'est quoi la définition. Il y a la règle du 4% qui va embarquer aussi plus loin là-dedans. On veut accumuler pour être capable de couvrir nos dépenses à l'aide de 4% de notre capital. Donc, avec ces trois choses à considérer là avant de construire notre portefeuille, ensuite, l'auteur nous dit qu'il y a trois outils essentiels qu'on va utiliser pour bâtir notre portefeuille, okay? En utilisant les considérations qu'on vient de voir. Puis en passant, là, les trois considérations sont un petit peu liées. Là, horizon de placement, c'est-à-dire notre âge, quel âge qu'on a, la tolérance au risque, puis notre étape de vie financière, tout ça est un peu lié ensemble. Okay? Typiquement, plus qu'on va avancer en âge, moins qu'on va vouloir de risques, plus qu'on va être dans l'étape de vie où est-ce qu'on est en préservation. Donc, tout ça est corrélé. Donc, la chose à ne pas faire, c'est d'être dans notre vingtaine en période d'accumulation,
puis d'aller chercher beaucoup de cash dans notre portefeuille, ou d'aller mettre une bonne partie d'allocation en obligation à ce moment-là. Tu sais, ça, c'est un petit peu là où est-ce qu'on ne voudra pas aller, mais l'idée, c'est de s'informer puis de comprendre, puis à ce moment-là, on est à l'aise à mettre une plus grande partie de notre portefeuille en action. Les 3 outils d'investissement, OK, principalement, ce sont donc les actions, 2, les obligations, et 3, la liquidité, le cash. Okay. Puis là, ici, l'auteur, il va spécifiquement avec des fonds communs de placement. OK, faut voir qu'en 2015 ou 2016, quand le livre est sorti, l'auteur, ça faisait évidemment des décennies qu'il investissait, puis c'était plus les fonds communs de placement qui étaient populaires. Les fonds négociés en bourse sont arrivés progressivement et en 2026 maintenant sont vraiment plus présents qu'ils étaient avant. Donc, le fonds ici qui est suggéré par l'auteur, ou le fonds qui est utilisé personnellement par l'auteur, c'est VTSAX. C'est un fonds commun de placement Vanguard. Okay, ça, c'est pour les actions. Puis lui, pour les obligations, il utilise VBTLX. Ça, c'est un fonds Vanguard d'obligations. Puis là, ensuite, pour le cash, il a mentionné certains fonds monétaires. Côté FNB, moi, j'ai déjà utilisé, par exemple, cash.to ou simplement un compte épargne à intérêt élevé. Ça peut être ça aussi, là, d'avoir du cash. Le cash, ça sert à payer les dépenses courantes, gérer les urgences, avoir son fameux fonds d'urgence, conserver une certaine flexibilité. T'sais, aussitôt qu'on va avoir besoin de liquidité ou de payer nos choses, ben on doit l'avoir en cash si on n'a pas de travail. Donc ça, c'est une façon de gérer peut-être plus dans la période où est-ce qu'on va vouloir préserver puis décaisser. Mais avec ces 3, donc super simple, là, l'idée du livre, c'est de viser la simplicité et que pour construire notre portefeuille, techniquement, on a juste besoin de 3 choses différentes. Puis même que les 2 premières peuvent se combiner maintenant en 2026. Donc techniquement, on pourrait vouloir seulement 2 choses dans notre portefeuille, du cash puis un fonds négocié en bourse qui contient des actions, des obligations selon ce qu'on a de besoin en termes de pourcentage. Mais ici, dans le livre, là, il nous mentionne, première chose, ce sont les actions, deuxième, les obligations, puis troisièmement, le cash. Donc avec ça, on peut construire notre portefeuille pour effectivement le faire nous-mêmes. Selon lui, les actions, c'est le meilleur outil de création de richesse long terme, c'est la meilleure protection contre l'inflation, c'est l'outil principal d'accumulation. Okay? En gros, là, le premier outil, là, les actions, c'est l'outil principal. Il faut en avoir le plus possible, idéalement 100%, le plus longtemps possible, le plus longtemps qu'on est capable d'avoir 100% actions, le plus qu'on va faire de rendement, puis le mieux que notre portefeuille va se porter. En gros, là, c'est ce qu'il nous dit. Les obligations, ensuite, le deuxième outil, bien, ça va venir nous aider à réduire le stress. Ça va venir réduire la volatilité de notre portefeuille. Plus qu'on en a, plus que la courbe va être lisse, moins qu'on va avoir des gros changements de valeur dans notre portefeuille. Ça vient stabiliser le portefeuille. On va aussi, grâce à ça, produire un revenu prévisible parce que les obligations, ça génère un intérêt. Donc, ça génère du revenu. Elle joue surtout un rôle de stabilité, de protection en période difficile. Donc ça, c'est pour le côté obligation. Puis le cash, bien, comme on l'a dit, c'est les dépenses courantes, ce qu'on va dépenser bientôt, le fonds d'urgence, puis se conserver une petite flexibilité. Ça peut être utile parfois si, justement, on veut être prêt pendant un crash puis investir. Mais encore là, ça, c'est du timing de marché. Là. Je ne suis pas certain que... Mais l'auteur en parle un petit peu de ça, là, que ça peut être pratique d'avoir du cash sur le côté quand la tempête arrive. Donc, le grand message là, du chapitre 10, puis c'était un morceau important du livre, c'est que la simplicité est un avantage énorme en investissement. Quand on n'a pas besoin de dizaines de fonds, on n'a pas besoin de stratégies complexes, on n'a pas besoin de suivre le marché à tous les jours, ni de prédire l'avenir. Selon l'auteur, quelques fonds indiciels suffisent avec de faibles frais, beaucoup de patience et de la discipline. C'est ça qu'on a besoin en investissement. Tout ça sont suffisants pour bâtir énormément de richesses long terme. Puis surtout, une stratégie simple est beaucoup plus facile à maintenir émotionnellement pendant les crises et les marchés baissiers. Ça va être beaucoup plus simple de faire ça sur le long terme. Maintenant, je parle du chapitre 11. Là, on a vu un peu c'était quoi les éléments, les considérations, plus les composants qu'on a besoin pour construire notre portefeuille.
selon la stratégie du livre, la stratégie simple. Maintenant, là, on va parler plus des fonds indiciels. On pourrait penser, à tort, que les fonds indiciels seraient seulement pour les investisseurs ordinaires ou paresseux. Tu sais, ça va faire la moyenne, là. Un fonds indiciel du marché, ça va faire le marché, ça va faire la moyenne. C'est facile, c'est peut-être pour les paresseux, c'est peut-être pour les gens ordinaires. Selon lui, cette idée est complètement fausse. Il affirme que l'investissement indiciel est souvent la stratégie la plus intelligente et la plus efficace pour bâtir de la richesse long terme. Le chapitre devient essentiellement une défense complète des fonds indiciels de Jack Bogle et l'idée qu'essayer de battre le marché est extrêmement difficile. Okay? Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Premièrement, il nous parle de Jack Bogle. Bogle, c'est un des personnages les plus importants de l'histoire de l'investissement indiciel. Cette personne-là, Jack Bogle, a fait énormément pour le petit investisseur, okay, pour les épargnants. Pourquoi? Parce qu'il a créé Vanguard, okay, sa compagnie. Il a démocratisé les faibles frais, okay, parce qu'avant lui, c'était des hauts frais, surtout les fonds communs de placement. Et puis, lui, il a fait diminuer drastiquement les frais des fonds communs de placement, des fonds d'investissement, et il a fait populariser les fonds indiciels. L'auteur nous cite en fait une célèbre phrase de Bogle: « Je suis dans cette industrie depuis plus de 60 ans et je n'ai jamais rencontré quelqu'un capable de battre constamment le marché. » Donc, Jack Bogle, lui, assez tôt, ou en tout cas, il était dans l'industrie, puis il s'est vite rendu compte qu'il n'y a personne là, qui est capable de battre constamment le marché. C'est-à-dire qu'on va oublier cette idée-là, puis on va faire un produit vraiment qui est basé là-dessus. L'idée centrale, c'est que même les experts n'y arrivent pas de façon fiable. Alors, l'investisseur moyen a encore beaucoup moins de chances de réussir durablement. Le principe fondamental des fonds indiciels, c'est simple. Au lieu d'aller choisir les meilleures actions, les meilleurs gestionnaires ou les meilleurs secteurs, on achète tout le marché. Okay? Puis là, par exemple, ici, l'auteur utilise VTSAX. C'est un fonds commun de placement qui regroupe toutes les entreprises aux États-Unis publiquement listées, cotées en bourse. On possède avec ça pratiquement toutes les entreprises américaines importantes. Donc, s'il y a des compagnies qui échouent là-dedans, bien, d'autres prennent leur place. S'il y en a qui deviennent énormes, bien, on en profite automatiquement parce que l'indice comprend tout. L'investisseur n'a pas besoin de prédire l'avenir. Pourquoi les gestionnaires actifs sous-performent? Donc là, on rappelle ici, on en a parlé déjà au dernier épisode, mais l'auteur explique que la majorité des fonds actifs coûtent plus cher, font davantage de transactions et prennent souvent de mauvaises décisions. Lorsqu'un gestionnaire semble excellent pendant des années, rien ne garantit que ça va continuer. Et surtout, les frais finissent par détruire énormément de rendement. Tu sais, si ce n'est pas le gestionnaire qui finit par se planter, les frais vont finir par gruger le rendement, puis ça va faire qu'en bout de ligne, on va performer moins que le fonds indiciel, on va performer moins que le marché. OK? Les frais, là, c'est le véritable ennemi. Le chapitre insiste énormément sur l'impact des frais de gestion. Par exemple, un fonds moyen, c'est environ 1,25 % de frais, tandis qu'un fonds indiciel Vanguard, c'est environ 0,05 %. Okay, donc, le frais est 25 fois plus élevé dans un fonds moyen que dans un fonds indiciel. Ça semble petit, hein, le 1,25 % de frais, là, par exemple, moyen sur un fonds commun de placement activement géré, ça semble petit, mais sur plusieurs décennies, les frais composés deviennent gigantesques. Okay? On a déjà fait les calculs de ça, ça a été montré. L'auteur cite aussi une idée très forte que si quelqu'un retire environ 4 % de son portefeuille à la retraite, et que 1 % part en frais, alors 25 % de son revenu à la retraite disparaît simplement en frais de gestion. Pense-y un peu là. Okay? Si tu veux la règle du 4 % puis que ton fonds a besoin de 1 % en frais de gestion, c'est 25 % de ta retraite, de tes revenus de retraite qui partent en frais de gestion. C'est énorme. Pourquoi les gens résistent aux fonds indiciels? Okay? Puis là, il y a un paquet de raisons pourquoi que beaucoup de gens n'investissent pas dans les fonds indiciels. Donc là, l'auteur nous revient avec toutes ces raisons-là.
Première raison, les gens veulent croire qu'ils sont plus intelligents que le marché. Donc, on aime ça penser qu'on peut identifier les bonnes entreprises, éviter les mauvaises, trouver les futurs gagnants. Mais selon lui, c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Deuxième raison, les gens n'aiment pas être moyens. Plusieurs voient le mot indice ou marché moyen comme quelque chose de banal, mais l'auteur explique une nuance importante. Le rendement moyen du marché bat déjà la majorité des gestionnaires professionnels. Donc, être moyen dans ce contexte-là place déjà l'investisseur parmi les meilleurs résultats à long terme. Les médias financiers, troisième raison, les médias financiers créent constamment du bruit. Okay? Les médias parlent toujours des gestionnaires vedettes, de l'action miracle, des prochains génies financiers. Pourquoi? Parce que c'est excitant, ça attire l'attention et toute l'industrie financière vit de cette idée-là. Okay? Mais investir efficacement, c'est souvent lent, ennuyant, discipliné. Okay? C'est ça qui est le plus payant. Lent, ennuyant, discipliné. On comprend que ce qui est attirant, c'est d'autres choses. Quatrièmement, les gens cherchent l'excitation. Donc, plusieurs investisseurs veulent l'adrénaline, les grosses histoires, les gains rapides, pouvoir raconter leurs exploits. Tu sais, les gens veulent dire hey, « moi, j'ai acheté tel stock, puis ça l'a fait fois 100 ». Mais l'auteur dit essentiellement que la vraie richesse se construit souvent dans l'ennui. Oubliez l'idée de raconter une bonne histoire avec vos placements. Allez-y plutôt boring du côté de l'investissement, puis vous ferez peut-être d'autres choses qui vaudra la peine d'être racontées. Pas nécessairement vos bons coups d'investissement. Investir automatiquement pendant 25 ans, c'est pas spectaculaire, mais ça va être extrêmement rentable. Là, ici, l'auteur donne des exemples. Il donne l'exemple de General Motors et d'Apple. Exemple, dans les années 60, General Motors semblait imbattable, tellement dominante que le gouvernement envisageait même de le démanteler, okay, comme si c'était un monopole. Mais plus tard, l'entreprise a vécu d'énormes difficultés. C'était impossible de prévoir que GM allait se planter comme ça. Puis au contraire, Apple, dans les années 90, plusieurs pensaient qu'Apple allait disparaître, okay, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés financières, leurs produits, ça ne marchait pas tant. Puis aujourd'hui, c'est une des plus grosses entreprises au monde. Le point ici, c'est que personne ne sait réellement prédire les futurs gagnants et perdants. Okay? C'est pour ça que on va chercher l'indice comme ça, on est sûr, on est certain de ne pas se tromper. Ensuite, l'auteur nous fait une comparaison avec les arts martiaux. C'est une analogie intéressante. Il nous parle de son professeur d'arts martiaux qui lui disait « Avant de faire des coups de pied spectaculaires dans un vrai combat, demande-toi, est-ce que je suis Bruce Lee? » Okay? Si la réponse est non, garde les choses simples, reste stable, évite les mouvements risqués. Okay, les coups de pied dans les arts martiaux, c'est spectaculaire dans les films, mais c'est très peu efficace en réalité, puis très peu de personnes vraiment sont capables de le faire de façon efficace pour gagner un combat. Donc, l'auteur applique exactement cette idée-là à l'investissement. C'est-à-dire, avant d'essayer de choisir toi-même des actions, de battre le marché, de timer le marché, demande-toi, est-ce que tu es Warren Buffett? La majorité des gens, c'est non. On n'est pas Warren Buffett. Donc, la réponse reste avec l'investissement indiciel. C'est probablement plus intelligent dans ton cas. OK? Fait que, essaye pas de donner des coups de pied dans un combat. Tiens-toi-en aux bases. Puis, à l'investissement, tiens-toi-en aux indices financiers. C'est ça qui fonctionne. Alors, voilà, le grand message du chapitre 11 sur l'investissement indiciel, c'est que l'investissement indiciel, ce n'est pas une stratégie de paresseux, pas du tout. C'est souvent la stratégie la plus rationnelle, c'est souvent la plus efficace et la plus performante pour la majorité des investisseurs. Selon l'auteur, simplicité, faible frais, diversification, patience, discipline vont battre généralement les prédictions, le trading et les stratégies compliquées. Puis surtout, investir efficacement consiste davantage à éviter les erreurs qu'à essayer d'être un génie financier. Je continue avec pourquoi Vanguard est différent. Je vais parler de Vanguard parce que dans les produits que l'auteur suggère, on parle beaucoup de Vanguard. Je ne passerai pas autant de temps sur ce chapitre-là, mais en gros, l'auteur explique pourquoi il recommande fortement Vanguard. Le point central, c'est que Vanguard appartient à ses investisseurs. Okay? Ça, c'est vrai surtout aux États-Unis, au Canada, pas tout à fait, mais l'esprit est quand même valide, je pense. Là, même au Canada, moi, j'ai mes investissements, c'est avec Vanguard parce que, justement, j'aime cette approche-là.
Contrairement aux autres entreprises qui doivent générer des profits pour leurs actionnaires, BlackRock ou Fidelity, c'est des entreprises normales, donc eux, ils doivent générer des profits pour les propriétaires de BlackRock ou de Fidelity, tandis que Vanguard, eux, ne doivent générer des profits que pour leurs détenteurs de fonds. OK? C'est là toute la différence. Le résultat, c'est que les frais sont beaucoup plus bas. Okay? Parce que tous les profits, dans le fond, sont redistribués pour baisser les frais de gestion de ces fonds-là. Tout est mieux aligné qu'avec les autres entreprises. Donc, le résultat, c'est qu'il y a une meilleure efficacité à long terme. Le chapitre répond aussi aux peurs fréquentes parce que là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais là, moi, si je mets toutes mes choses dans Vanguard, puis Vanguard fait faillite, par exemple, parce que c'est un problème. Puis là, l'auteur dit, ben non, parce que, tu sais, les fonds, il y a des lois autour de ça. Puis, en réalité, le gestionnaire de fonds, Vanguard, c'est différent de le fonds lui-même qui détient réellement des entreprises. Donc, tant que les entreprises à l'intérieur du fonds ne font pas faillite, ne perdent pas en valeur, techniquement, si on achète un fonds Vanguard, on est propriétaire du fonds. Donc, même si Vanguard, le gestionnaire, fait faillite, tous nos actifs sont intouchés. Donc, ce que l'auteur nous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de diversifier, là, d'acheter, exemple, VEQT, puis d'acheter XEQT pour se diversifier. On peut en choisir un, là, c'est correct. Puis ça va être beaucoup plus simple, en fait, notre portefeuille, en plus de cette façon-là, quand on va choisir juste un fonds. Donc, c'est pas dangereux. L'auteur explique que les fonds sont séparés légalement de l'entreprise, les actifs appartiennent aux investisseurs et qu'il existe plusieurs protections réglementaires. Okay? C'est pareil au Canada puis aux États-Unis. Le message final ici de pourquoi Vanguard, pourquoi lui fait la promotion de ça, c'est que les faibles frais et la structure de Vanguard donnent un avantage énorme aux investisseurs patients sur le long terme. Puis, il mentionne dans le livre aussi là, qu'il n'est pas payé par Vanguard, il n'y a pas de publicité de Vanguard. Lui, c'est juste parce que c'est un fan, c'est un client de Vanguard aussi, puis c'est ce qu'il utilise, donc il met ça de l'avant. Moi, j'ajouterais aussi que parce que justement, Vanguard a tellement fait baisser les frais, les autres compétiteurs, exemple BlackRock qui offre maintenant les produits similaires, il n'y aura pas beaucoup de différence là, sur les rendements là, entre le fonds de Vanguard puis les équivalents dans d'autres entreprises. Okay? À l'époque, c'était le cas parce que Vanguard était le pionnier puis les autres compétiteurs n'étaient pas encore là. Mais justement, le fait que là, ça fait quand même plusieurs décennies que Vanguard est là et a fait baisser les prix beaucoup en frais de gestion pour les fonds indiciels. Maintenant, c'est un petit peu moins important cet aspect-là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était un chapitre assez important. C'était le 6e épisode de la série de 9. Vraiment le cœur de la stratégie de J.L. Collins, le chemin simple vers la richesse. C'est la stratégie que j'utilise maintenant pour mes placements personnellement. Je ne suis pas conseiller financier, je suis courtier hypothécaire. Je dois vous dire de consulter un professionnel avant de prendre une décision. Et si c'est votre philosophie d'investissement, okay? Si ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est déjà votre philosophie d'investissement ou votre stratégie, puis que où vous dites, OK, moi, je vais mettre ça en place, puis que vous voulez un courtier hypothécaire qui comprend votre stratégie. Bon, vous avez votre stratégie, puis vous voulez faire affaire avec quelqu'un pour votre hypothèque dans le milieu financier qui comprend tout ça, qui comprend que vous cheminez vers l'indépendance financière, qui comprend que vous êtes en période d'accumulation. Vous accumulez votre FU money et, ben oui, peut-être que vous avez votre propriété, vous avez besoin d'une hypothèque, puis vous voulez un professionnel des services financiers qui comprend là, toute cette philosophie-là. Bien, je vous invite à venir me voir pour faire votre transaction hypothécaire. On va pouvoir regarder tout ça. Puis lorsque vous allez me parler justement de d'autres aspects, si vous avez des questions pour moi sur ce que vous entendez sur le podcast, vous pourrez me les poser. Je vais pouvoir partager mes connaissances par rapport à tout ça, sans que ce soit des conseils financiers, évidemment. Et si vous voulez combiner cette philosophie d'investissement-là avec des stratégies fiscales comme Manav Smith, je peux évidemment vous aider à structurer votre hypothèque pour la faire. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette semaine, l'épisode 151. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!